Bonjour, je suis Amélie Carlier, thérapeute holistique et formatrice, et voici mon index ABC. Ravi de vous présenter un nouveau portrait Index en la présence d'Amélie Carlier qui est installée sur ses canapés. Bonjour Amélie. Bonjour Marc. Ravi de vous accueillir, celle que l'on appelait l'avocate de la classe quand elle était petite. C'est vous qui le dites? Oui, c'est vrai. Il faudra nous donner une explication. Pourquoi est-ce qu'on vous appelait comme ça? Mais en tout cas, merci d'être là. Merci de parler de sujets qui sont évidemment la base de notre existence et notamment sur la résilience. Est-ce que vous êtes, j'allais dire, vous voulez que je vous dise la phrase qui me vient tout de suite là? L'incarnation de la résilience. Ça va loin? Ça va trop loin? Ça peut paraître peut-être fort ou présomptueux, je ne sais pas, mais on peut le dire, Ouais. je pense, par rapport à mon histoire et mon vécu. Ouais. On va en parler, bien entendu. Et aujourd'hui, vous accompagnez des gens thérapeutes holistiques. On est très, très clair et on a discuté hors antenne pour trouver le titre adéquat, celui qui est censé vous représenter. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour vous? Parce que ça fait 20 ans que j'accompagne et que je chemine. Et que j'ai accumulé plein d'outils, de façons d'accompagner les personnes qui sont... C'est un champ tellement vaste que mettre 2 petits mots pour résumer tout ça, c'est très compliqué. Et puis, en fait, finalement, ça le résume pas si mal. C'est un terme, voilà, ça peut englober plein de choses différentes, mais ce qui est intéressant dans thérapeute holistique, c'est que le mot holistique veut dire globalité. Et c'est ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. J'accompagne les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit l'âge, dans leur globalité. Corps, émotionnel, esprit et âme. Donc finalement, voilà, ça résume quoi, on va dire. Qu'est-ce qui vous a amené à être la femme que vous êtes aujourd'hui? Alors il y a votre parcours de vie bien entendu, mais est-ce que vous étiez déjà prédestinée à cet accompagnement? Moi, je suis convaincue que oui. Déjà, ça a toujours étonné beaucoup les personnes quand je disais que je savais que je voulais être psy, parce que j'ai commencé en tant que psychologue, à l'âge de 11 ans. Donc déjà, c'est hyper étonnant qu'une enfant de 11 ans dise « Tiens, je vais être psychologue plus tard ». C'est pas le métier qui nous vient le premier à l'esprit. C'est sûr. Et puis avec le recul et quand je vois finalement comment mon incarnation s'est déroulée, je crois qu'en fait, c'était plus qu'une envie de métier, c'était une mission, quoi. Quand vous dites effectivement dès l'âge de 11 ans, vous voulez devenir psychologue, c'est pour ça qu'on vous a donné ce surnom d'avocate de la classe? Alors les profs savaient pas forcément ce que je voulais faire plus tard, mais le côté altruiste et empathique qui fait que je me sens concernée par ce qui se passe pour les autres fait que j'intervenais beaucoup à des moments où c'était pas ma place forcément, en tout cas pour les profs. Ouais. Pour moi, quand on voit quelque chose d'injuste se faire devant nos yeux, on a le droit d'intervenir, humainement parlant, mais c'était pas leur idée. Donc souvent, ils me disaient « Bon, toi, l'avocate de la classe, tu te tais. » Tu restes à ta place. Voilà. Tu restes à ta place. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants. Ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Et je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. La thématique de la résilience, est-ce que, on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup évidemment, quelle est votre définition pour vous exacte de la résilience? Je dirais que pour moi, la résilience, c'est l'histoire qu'on a vécue avec la souffrance et les douleurs qu'elle a pu générer chez nous. Ouais. À un moment donné, se pacifie. Et qu'on arrive à retrouver la voie de la joie, de la liberté, du bien-être, malgré les événements qu'on a traversés. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la résilience. Ouais. Lorsqu'on a un genou, voire 2 genoux à terre, et qu'on trouve cette force de remonter, c'est ça. De surmonter. Oui, complètement. Et puis que, au-delà de surmonter, parce qu'on peut aussi se relever, avancer, mais avoir quand même cette souffrance, et puis y aller en force, on va dire.
Pour moi, la vraie résilience, c'est qu'on y va et qu'il y a plus ce poids derrière et qu'on y va dans la joie, la légèreté Mmh. et qu'on rayonne à nouveau, notre énergie de vie, quoi. Être résilient ne veut pas dire oublier? Non, on n'oublie jamais, mais on en fait quelque chose, qui nous donne une force différente de vie, une expérience, quelque chose qui va nous porter, nous aider à avancer et pas quelque chose qui nous blesse, qui Mmh. nous fait repartir en arrière en permanence, quoi. Ceux qui évoquent la thématique de la résilience, la plupart du temps, nous disent, hem, qu'ils sont presque là à remercier, Oui, j'en suis là, moi, aujourd'hui, ouais. c'est ça? Ouais, Remercier les épreuves de la ouais, vie, tout ce que vous avez pu endurer, on va l'évoquer si vous le voulez bien. Mais, oui, remercier parce que évidemment, ça a permis de construire la femme que vous êtes c'est et ça. l'expertise que vous avez aujourd'hui. Et même, je dirais, de vivre plus heureuse et plus rayonnante qu'avant l'expérience. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est extrêmement puissant et c'est parfois un discours difficilement audible. Oui, oui, oui. Mmh. Mais j'ai entendu effectivement, des choses parfois, ou des gens qui pouvaient pas comprendre, mon cheminement, mais Mmh. c'est le mien. Alors vous allez être psychologue? Et vous avez, il y a des, vous parlez effectivement et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que très jeune, vous avez cette volonté d'être psychologue et puis, vous parlez aussi dès l'âge de 11 ans, vous découvrez, des personnalités comme François Dolto qui ont tellement marqué évidemment Mmh. une génération, mais Mmh. à 11 ans, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de lire. Non, alors je l'ai découverte pas tant que ça, enfin je l'ai lu après, mais au départ, je l'ai découverte dans des émissions à la Mmh. télé Ouais. et je trouvais, moi qui sentais les souffrances autour de moi et qui avait toujours envie d'intervenir, je pouvais pas rester passif face à la souffrance, mais Ouais. j'y allais avec mon cœur et ma spontanéité, mais je la voyais elle décoder des situations, comprendre certains à travers les comportements des personnes, certains blocages et aider à libérer certains enfants, parce que c'était beaucoup autour des enfants Mmh. et je trouvais ça génial et je me disais: «Mais c'est ça que je veux faire, en fait». C'était vraiment clair pour moi, quoi. Mmh. Et alors, ce qui est assez incroyable aussi dans votre histoire, c'est que vous dites, il y a des mots forts que vous utilisez comme l'écœurement. Vous êtes écœuré par les adultes, par le comportement des adultes, par, la manière dont les choses se déroulent, notamment dans le milieu scolaire, qui était assez strict et vous dites: «Adolescente, je prends même de la distance avec cette spiritualité parce que je suis écœuré par le Mmh. comportement des adultes». Oui, parce qu'en fait, au départ, on m'a élevée dans la religion catholique, j'allais au catéchisme, enfin voilà, mes parents m'avaient inscrit, et moi, j'ai toujours eu un rapport avec Dieu où c'était mon ami et tous les dogmes et les trucs très ritualisés qu'on me faisait faire, de manière, faire la prière en se mettant à genoux, en faisant comme ça, mais je comprenais pas. Moi, j'étais dans mon lit sous la couette, je parlais à Dieu, c'était mon ami et il m'entendait et tout était d'une fluidité où je voyais pas pourquoi faire tout ce cirque-là. Bon, ça, c'était personnel. Mais ce qui me rebutait à l'adolescence, quand j'ai commencé à voir les choses avec du recul, c'était de voir les personnes qui allaient à la messe tous les dimanches, qui faisaient leurs petites prières, qui allaient se confesser, hein: «Monsieur le curé, ta, ta, ta». Et puis dans le quotidien, moi, c'est les gens que je croisais dans le village, ils étaient imbuvables, désagréables, infects, égoïstes, enfin, je me disais: «Mais ils ont rien compris à la parole de Dieu, c'est pas ça, en fait». Enfin, et là, ça m'a dégoûtée. J'ai dit: «C'est bon, cette hypocrisie, je peux plus, j'arrête». Et j'ai coupé avec la spiritualité à ce moment-là. Mmh. Qu'est-ce qui vous remet au cœur de la spiritualité? Alors déjà, ce qui ne m'a jamais quittée malgré la coupure spirituelle, Mmh. c'est, l'élan du cœur. J'ai toujours été dans le cœur et dans l'amour avec les gens, Mmh. même ceux qui m'écœuraient ou m'énervaient. Et quand on me demandait à l'adolescence: «Mais, tu pas de religion toi? Tu crois pas en Dieu?» Je disais: «Non, je crois en l'amour de l'être humain». Je répétais ça à chaque Waouh! fois. À chaque fois qu'on me demandait, je disais: «Ma religion, c'est l'amour de l'être humain». Donc ça m'a pas quittée. Mais par contre, la connexion avec le divin, vraiment, où on lui parle, où on met des intentions et cetera, ça avait disparu de ma vie. Les études de psycho m'ont pas aidée parce que c'est très, très, tout Cartésien? s'explique Eh oui, bien sûr, forcément bien par sûr. des molécules chimiques, par un système nerveux, Mmh. par des hallucinations, par machin. Donc tout est très rationnel. Donc ça m'a pas du tout, aidée, on va dire. Et ce qui m'a ramenée, bah, c'est le décès de mon fils. Cet enfant que vous Ouais. avez eu et qui part très brutalement, Oui, très tôt. oui. Donc on peut imaginer bien sûr que c'est sans doute la pire chose qui puisse exister dans la vie d'une maman. Je me dois évidemment de vous poser cette question. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Et comment cette résilience se met en place dans votre vie, s'incorpore dans votre vie après un événement aussi terrible? Mmh. Bah, en fait, donc oui, il est mort brutalement d'un virus à l'âge de 8 jours et ça s'est déclaré dans la journée. Donc on a eu que quelques heures pour, même pas comprendre ce qui nous arrivait. Enfin voilà, donc ça a été très violent. J'ai souvent dit d'ailleurs, je l'ai souvent comparé à un tsunami dans ma vie. C'est comme ça que je le définissais.
Et en fait, au moment du décès de mon fils, donc nous, on attendait dans la salle d'attente, mon mari et moi, pendant que les médecins s'affairaient. Et en fait, j'ai su après l'heure du décès, puisqu'on est venu nous l'annoncer 20 minutes après à peu près, donc je ne le savais pas à ce moment-là. Mais pendant que j'attendais dans une attente infernale dans la salle d'attente, j'ai fait ce qu'on appelle une sortie de corps. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, bien sûr, mais j'étais dans une angoisse horrible, des palpitations, enfin vraiment très très mal. Et tout d'un coup, brusquement, plus rien. Le calme absolu, ce qu'on appelle le point zéro ou la vacuité, le bien-être. Je me retrouve dans un espace-temps, il n'y avait plus rien autour de moi, je ne voyais plus l'hôpital, j'étais dans un endroit merveilleux. Et là, j'entends « tout va bien se passer ». Donc mon mental l'a interprété comme je le voulais. Donc Bien je sûr. me dis « c'est super, il va s'en sortir ». Bien sûr. Et là, un bruit de porte claque, boum, qui me fait revenir en état de conscience ordinaire. Et je reviens dans la salle d'attente. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on s'endort, quand on est dans l'angoisse, au moment où on se réveille, au moment où brutalement on se réveille, les palpitations reviennent tout de suite, on est revenu dans l'anxiété, dans tout ça. Là, non. Je suis revenue dans la réalité de ce que je vivais en étant sereine. Et je disais à mon mari, ça va aller, tout va bien se passer. Enfin, c'était resté cet état en moi, jusqu'à ce que, bien sûr, quand les 4 personnels soignants sont arrivés à 4 pour nous annoncer le décès, là, évidemment, l'émotionnel a pris le dessus, j'ai été complètement chamboulée, enfin, ça a été très violent. Mais cette brèche qui s'est ouverte, donc au moment où l'âme de mon fils montait, où finalement je suis montée avec lui sur un petit bout de chemin, ça j'ai compris qu'après coup, ça m'a reconnectée très fortement à la spiritualité et au divin, on va dire. Et donc, suite à ça, les jours qui ont suivi, j'étais comme scindée en deux. C'est-à-dire qu'il y avait la partie de la mère incarnée dans la violence de la séparation de son enfant, déchirée, avec du lait qui coule parce que j'allaitais et plus de bébé à nourrir, enfin des trucs vraiment très violents à vivre. Donc de la souffrance, vraiment de la dure souffrance. Et à côté de ça, plein de moments où j'avais de la canalisation et je recevais des messages. Et je savais que tout ça, ça devait m'arriver, que c'était écrit comme ça. Je savais pourquoi ça m'arrivait, ce que ça allait m'apporter après. Enfin, il y avait vraiment un... Et quand j'en parlais à mon mari ou mes parents, ils se disaient, bon, elle est en train de perdre un peu la boule, oui, c'est bien violent sûr, ce qu'elle bien a sûr, vécu. bien sûr. Mais ils disaient, bon, ça a l'air de l'aider à passer le cap, donc tant mieux. Waouh. Et en fait, ça a continué. Et au fur et à mesure que la souffrance s'est apaisée dans le temps, parce que j'ai fait beaucoup de choses pour libérer, on pourra en parler, de la Bien résilience. sûr. Mais cette partie spirituelle a pris de plus en plus de place et la partie mère incarnée qui souffre a été de moins en moins présente. Et après, c'est le reste qui est resté, qui a rayonné, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire qu'il vous fallait vivre une expérience aussi terrible Oui. pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et je dirais même plus que ça, parce que maintenant j'en suis convaincue. Toutes les expériences de vie difficiles que j'ai vécues, pas seulement celle-ci qui a été la pire, bien sûr, à chaque fois, ça m'a servi pour quelque chose derrière avec les gens que j'accompagne, systématiquement. Et d'ailleurs, après cette expérience-là, où j'avais quand même fait une petite menace à Dieu, parce que dans la salle d'attente, avant de vivre la sortie de corps, j'avais dit à Dieu, je te préviens, je suis psy, j'aide plein de gens. Si tu me prends mon fils, j'aiderai plus personne. Vraiment le désespoir, quoi. Mais bien sûr. Et je me dis, il devait bien se marrer là-haut en se disant, mais non seulement tu vas continuer, mais tu le feras encore mieux, ma cocotte. Et effectivement, donc 3 mois après le décès de mon fils, c'était plus fort que moi. Je suis retournée faire ma mission, quoi. Et là, on m'a envoyé plein de décès d'enfants. Comme par hasard. Voilà. Et à chaque fois que je vis des choses dans ma vie, je sais que derrière, ça va servir pour les autres. Donc c'est pour moi, pour mon évolution, pour mon âme, mais aussi pour le plus grand bien des autres, quoi. Lorsque vous étiez dans ce couloir de l'hôpital, vous parlez d'une sorte de canalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez cette faculté-là, voilà, ce potentiel-là? C'est ce qui m'a fait développer très, très fortement mes accompagnements. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. Là où avant, il fallait suivre les gens pendant plusieurs mois pour décortiquer des choses, pour les aider, parce qu'on était dans le mental. Aujourd'hui, c'est global, il y a l'énergétique, il y a tout. J'ai des informations sur leur âme, j'ai plein de choses qui fait que c'est beaucoup plus rapide pour les accompagner et faire qu'ils aillent mieux, en fait. Et donc, je canalise pour moi, je canalise pour les formations que je mets en place. Tout ce qu'on me dit, hop, je fais. Je cherche pas à savoir si c'est bien, s'il faudrait faire autrement. Mon mental a de plus en plus lâché prise. Et donc, aujourd'hui, j'ai une info, je le fais. Par exemple, ici, j'ai pas réfléchi 15 000 ans. Une amie m'a dit, tiens, si tu veux, va faire cette émission. C'est une médium, en plus. C'est une fille qui est très branchée aussi. Voilà. Et elle me dit, tu ferais pas ça, je te verrais bien assis sur ce canapé et raconter tes trucs. Et sur le moment, je me suis dit, j'avais jamais pensé à ça. Et à chaque fois, on vient me chercher. C'est jamais moi qui ai l'initiative, on vient me chercher. Et j'ai dit, pourquoi pas? J'ai senti en moi, j'ai dit, ouais, il faut que je le fasse.
Il y a une intuition qui me dit, ouais, il faut que je le fasse, donc je le fais. Et maintenant, je réponds à mes intuitions, en fait. Donc, c'est très fluide. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans la préparation de l'émission, vous ne parlez pas du tout de médiumnité, de perception, d'au-delà, ou de choses comme ça. Vous n'en parlez pas? Il y a plus le côté thérapeutique, si je puis dire, qui est mis en avant. Parce que là, j'ai plus abordé, on va dire, les choses de manière professionnelle, technique. Mais dans mon vécu, effectivement, ça fait partie intégrante, quoi. Puis là, on est parti de mon vécu aussi, donc du coup, je dis où j'en suis là. Mais... donc, ce sont des enfants, la grande majorité de votre clientèle, enfin des gens que vous accompagnez? J'ai commencé avec les enfants. C'était mon leitmotiv du départ. C'était vraiment les enfants. Et je trouvais ça beaucoup plus facile et agréable parce qu'ils sont spontanés. Et il n'y avait pas à casser la couche de Lego avant d'arriver à eux. Donc, c'était quelque chose... Enfin, je ne le savais pas à ce moment-là, mais là, maintenant, je l'interprète comme ça. Et un jour, j'avais donc mis psy-enfant au départ sur ma plaque. Et un jour, j'ai une jeune femme de 25 ans qui m'appelle et qui me dit oui, alors je sais, vous êtes censé normalement en recevoir que des enfants. Bon, je suis encore qu'une jeune adulte, je suis encore un peu une enfant, j'ai que 25 ans, vous pourriez me prendre quand même. Et ça m'a tellement fait chaud au cœur, je me suis dit, je la prends. Puis en fait, je me suis rendu compte que les adultes, ils ont un enfant intérieur en souffrance, donc je soigne des enfants à travers les adultes, en fait. Donc finalement, j'ai ouvert plus large. Et alors d'aujourd'hui, je reçois des couples, des enfants, des adultes, des personnes âgées. Je crois que ma plus vieille patiente, elle avait près de 80 ans. Donc je fais tous les âges maintenant, on va dire. Comment se déroule donc votre approche, votre accompagnement? C'est de l'écoute avant tout? Alors, le premier rendez-vous, c'est une écoute, mais une écoute à plusieurs niveaux. C'est là que rentre en ligne de compte le côté... plus spirituel. C'est-à-dire qu'il y a mon cerveau qui écoute les mots, qui analyse certaines choses et qui voit à quels endroits il y a des nœuds, des blocages, tout ça. Et puis en même temps, on me donne des informations pendant Donc du coup, j'ai une double écoute, quoi. Une écoute de la personne en face de moi, une écoute de ce qu'on me dit. Et après, j'oriente bien sûr les questions ou les choses avec la personne en fonction aussi des infos que j'ai. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide parce que je vais vite au nœud. Des fois, les gens au téléphone, quand ils m'appellent pour me parler un peu et puis qu'ils veulent un rendez-vous, en quelques minutes, je leur donne 2-3 trucs que j'ai sentis. Ils me disent « Mais comment aussi rapidement vous arrivez à savoir ?» Vous le dites? Alors, pas toujours. Ça dépend leur degré d'ouverture, en fait. Bon, maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gens hyper ouverts, donc c'est facile, c'est fluide, et puis j'ai plus besoin de me cacher de certaines choses. Voilà, aujourd'hui, avec l'émission, si vous vouliez passer inaperçu, c'est fini, c'est réglé. Maintenant, j'ai fini ça. J'ai balancé le mot psy depuis très longtemps. Je mets thérapeute holistique et je mets clairement tout ce que je fais, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au début, ça a nécessité un certain réajustement parce que c'est toujours complexe de se mettre en lumière avec des choses comme ça dans une société comme la société française qui n'est pas très ouverte quand même encore beaucoup à tout ce qui est ésotérique. Donc il y a bien une dimension ésotérique chez vous. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de l'Amélie Psy? La gymnastique quand même, il y a quand même une gymnastique d'esprit rapide et puis une connaissance quand même fine de toutes les souffrances possibles, tous les traumas, tous les symptômes. Et donc, assez rapidement, je fais l'analyse et ça m'aide quand même dans mon approche. Mais je dirais que ce n'est pas l'essentiel. Et je pourrais m'en passer réellement, en fait, avec l'approche que j'ai maintenant. Mais ce qui est fantastique, quand même, vous êtes la preuve vivante qu'il y a quand même un gouffre entre ce qu'on vous apprend sur les bancs de la fac et ce que l'on vit dans la vie de tous les jours au contact de votre clientèle, patientèle. C'est incroyable, quand même. J'ai été très, très déçue à la fin de la fac, moi. Je suis restée sur ma faim. Je suis sortie de mon diplôme, j'ai commencé en psychiatrie avec des ados. On m'a mis un premier patient en face de moi et je me sentais incompétente, complètement incompétente. Parce qu'on nous apprend par cœur beaucoup de théories, des différents psys qui nous ont précédés, qui des fois sont très vieilles en plus, donc sont plus forcément hyper au goût du jour. Des outils à part entière, on nous en donne très peu, à part l'écoute. Bon, ok. Alors, la neutralité bienveillante, parlons-en. Allez-y. On nous bassine avec la neutralité bienveillante pendant toutes les études. C'est un truc qui a toujours vrillé dans mon cerveau, ce truc-là. J'ai jamais pu l'intégrer, ce truc, parce que pour moi, c'est 2 mots antinomiques. À partir du moment où on est neutre, mais neutre à un point, finalement, où on devient presque un robot, on va dire. On montre rien, on dit pas qui on est, pour que ce soit le plus neutre possible. Comment on peut y mettre en même temps de la bienveillance et de l'amour? Est-ce qu'on ne devrait pas dire la neutralité empathique? C'est-à-dire qu'un psy ne peut pas être nécessairement dans l'empathie. Il doit avoir cette neutralité pour ne pas prendre de plein fouet justement les émotions de son patient, son client. Non? Avec l'expérience maintenant, après 20 ans d'accompagnement, pour moi, s'il n'y a pas un minimum d'amour, je ne parle pas d'amour amoureux, je parle de l'amour vibration, ça ne marche pas bien.
Les gens ont besoin d'être portés par une énergie d'amour puissante pour aller descendre là où ils doivent aller pour aller chercher leurs blessures. Dans votre accompagnement, quels sont les outils que vous utilisez alors pour le coup? Parce que évidemment il y a l'échange. Oui. Et ensuite? Alors en fait, je me suis beaucoup attachée, après être restée dans le mental pendant quelques années, je me suis beaucoup attachée à redescendre dans le corps, parce que je pense que c'est dans le corps que ça se vit. C'est dans le corps qu'on ressent les émotions, c'est dans le corps qu'on somatise. Et donc je me suis formée avec des approches sensorielles. Donc l'olfactothérapie, c'est une approche par les huiles essentielles qu'on respire, et ça agit sur plusieurs niveaux. Le niveau au niveau chimique, puisqu'il y a des molécules quand même qui agissent dans les huiles essentielles. Il y a aussi le niveau émotionnel. Une odeur, c'est la Madeleine de Proust. Ça renvoie à des choses de l'histoire des gens. C'est incroyable tout ce que ça renvoie. Et même une odeur qui n'a rien à voir avec l'odeur dont ils se souviennent. Mais ça vient... l'odeur, elle ouvre tous les autres sens. Donc au moment où on sent un truc, on entend une musique, on entend une parole, on a tout, ça ouvre tout en fait. Mais ça veut dire que vous avez une armoire de petites fioles. Oh, j'en ai à peu près 80 maintenant. Ah, c'est ça, qui permettent effectivement aux gens de revivre des émotions au travers de ces senteurs. Et puis le dernier niveau, on dit que l'huile essentielle, c'est l'âme de la plante. On extrait son âme à travers l'extraction de l'huile essentielle, donc il y a un côté vibratoire. Donc là, il y a une approche aussi énergétique avec la plante. Et ça fait partie beaucoup maintenant de mes accompagnements, parce que je travaille bien sûr avec les huiles essentielles, mais je travaille aussi avec l'esprit des plantes. C'est-à-dire, sans molécules chimiques, j'appelle certaines plantes et l'esprit de la plante pour accompagner certaines choses. Donc voilà, après, il y a eu, en termes de sensoriel, la sonothérapie. Donc, je me suis formée pour faire des soins avec les bols tibétains, les bols de cristal, enfin toutes ces choses-là. C'est aussi très puissant. Ah oui. Les gens qui sont verrouillés dans un mental, qui n'arrivent pas à lâcher, là, il n'y a plus de parole, il n'y a plus de mental, et tout se passe dans le corps, et il y a des vibrations qui circulent, donc c'est très puissant. Ça, c'est extraordinaire. Et puis après, je me suis formée au massage. D'abord, massage ayurvédique, parce que j'ai des très traditions indo-tibétaines au démarrage, et puis plus ça avance, plus c'est des massages intuitifs. C'est-à-dire que je fais ce que le corps de la personne me demande de faire, finalement. Et je vais sur les endroits qui ont besoin d'être traités. Et le dernier volet, on va dire, c'est pas des moindres, parce que c'est un de ceux que j'utilise le plus, c'est d'emmener les personnes en niveau de conscience modifié pour aller rechercher, parce que là, on est en dehors de l'espace et du temps, donc on peut aller rechercher les traumas de n'importe quelle période de sa vie, même des vies d'avant, si on veut. C'est pas forcément ça auquel je m'attache le plus, mais voilà. Des moments de la vie où ça a tellement été violent que l'âme s'est un peu décollée, elle est partie, donc parfois elle est plus là, donc il faut aussi l'aider à revenir. On travaille le transgénérationnel en état de conscience modifié. Donc on peut même aller travailler sur les ancêtres, on peut les appeler, on peut faire la paix, pardonner. Enfin, il se passe des choses extraordinaires. Et cet état modifié de conscience, vous le travaillez, il arrive comment? J'amène la personne par des respirations, par une méditation guidée, par un scan corporel, par tout un tas d'outils, à changer de niveau de conscience. Et puis moi, je l'emmène aussi avec mon énergie en même temps. Et donc on part. On dit qu'un bon thérapeute est un thérapeute qui a déjà travaillé sur lui-même. Vous l'avez fait? C'est même pour moi je forme des thérapeutes maintenant. C'est pour moi le seul vrai besoin du thérapeute. Au-delà de toute formation, tous les outils, tout ça, ça peut être génial. Si on n'a pas travaillé sur soi, c'est très compliqué. Parce que déjà, en travaillant sur soi, on se libère de blessures qui pourraient être réveillées par la présence de quelqu'un qui vient nous parler de sa blessure. Moi, je sais que les premiers parents que j'ai reçus pour des deuils d'enfants, je me suis demandé ce que ça allait donner. Et en fait, j'avais des parents qui pleuraient, qui morvaient leur souffrance face à moi. J'étais dans une pleine compassion et ça ne venait pas réveiller la mienne. Donc, c'est là qu'on sait qu'on est en résilience aussi. Donc, plus on travaille sur soi, on n'a jamais fini, mais plus on nettoie et on libère ses casseroles en tant que thérapeute, moins on est amené à projeter sur l'autre, à penser à sa place. Parce que moi, quand je souffre, je pense comme ça, donc toi aussi, tu dois penser comme ça. On ne doit pas donner de conseils ou dire à l'autre ce qu'il doit faire, on doit entrer dans son univers, lui proposer des chemins et le guider, l'accompagner. S'il s'arrête, on s'arrête. On ne le force pas à avancer, quoi. Donc, pour ça, il faut avoir vraiment nettoyé à l'intérieur de soi. Et l'autre aspect de ça, c'est que quand on a cheminé sur soi et qu'on a soi-même vécu les outils qu'on va faire vivre à l'autre, les avoir vécus de l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus intéressant et on sait les étapes pour accompagner. Et pour vous, quel a été l'outil le plus puissant pour sortir de l'épreuve que vous avez vécue? Alors, le premier, ça a été les états de conscience modifiés. Okay. C'est aussi comme ça que j'ai reconnecté à l'âme de mon fils.
entre autres, ce qui C'est m'a la beaucoup aidée. C'est la question que j'allais vous poser après, évidemment, évidemment. Et puis après, ça a déroulé tout le reste. C'est-à-dire j'ai travaillé sur tout mon transgénérationnel, j'ai libéré des mémoires, de toutes sortes de ma vie. Enfin, ça a été très puissant, donc c'est l'outil par excellence, je dirais. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec les huiles et les plantes. Et ça, c'est vrai que ça reste à l'heure d'aujourd'hui. Quand j'ai envie de canaliser, quand j'ai envie de bosser sur une mémoire, j'utilise une plante, beaucoup. Ouais. Par exemple, si vous deviez, quelle plante correspond à quelle émotion, par exemple? Alors c'est beaucoup plus C'est ténu que ça. c'est plus subtil que ça? Ouais. Alors il y a des approches comme ça, hein. Il y Ouais. a des bouquins, Ouais. vous avez de la colère, vous allez prendre telle plante, Ouais. et cetera. Mais je dirais que alors c'est subtil, c'est que comme l'esprit de la plante va agir différemment sur chaque personne en fonction du besoin de la personne, il y a dans l'idée quelqu'un qui manque d'ancrage, on va aller chercher une huile d'ancrage comme le cèdre pour lui apporter les racines, l'enracinement, là. Mais si cette personne, elle manque d'ancrage parce que, elle a une blessure au niveau du 2e chakra parce qu'elle a vécu des attouchements, je vais plutôt aller chercher des huiles de 2e chakra pour aller, l'aider à travailler ça et là, elle va pouvoir descendre dans son ancrage. Mmh. Donc c'est vraiment subtil et comme pour le reste, c'est l'intuition. Mmh. C'est-à-dire que j'ai un nom de plante où j'ai une plante qui est là, qui sautille et qui me dit: «Moi, moi, moi!» Mmh. Donc je sais que c'est celle-là qu'il faut que je freine pour la personne parce que c'est celle-là qui est juste et souvent je la donne. Bon, il se passe des choses extraordinaires et quand elle repart, je dis: «Tiens, je vais revérifier» parce que je les connais un peu, mais tous les modes d'action de cette plante, je me dis: «Ah mais oui, mais je pouvais pas trouver une meilleure plante que celle-là pour cette personne, quoi». Mmh. Donc c'est Ouais, magique. c'est magique. Vous avez dit tout à l'heure aussi quelque chose d'intéressant quand vous exprimez, le fait que dès l'instant où il y a un trauma, ça veut dire que c'est un petit bout d'âme, Mmh. qui est un peu disloqué, en tout cas, Mmh. bon. Est-ce que votre âme est reconstituée? Alors, je peux pas vous dire si c'est entièrement ou pas, parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne sent pas soi-même ou qu'on ignore, mais j'ai fait pas mal de rapatriements d'âme pour moi. Je crois que j'ai dû, en rapatrier au moins 5 ou 6 de morceaux déjà. Des choses que j'aurais pas imaginées, Ouais. notamment au moment des accouchements. Il se passe beaucoup de choses où les femmes vivent des choses tellement intenses que ça peut et moi j'ai accouché 5 fois. Ouais, Donc, bien sûr. donc voilà, mais pas forcément systématiquement pendant les accouchements. Mais effectivement, quand on vit quelque chose qui est trop violent physiquement ou émotionnellement, c'est vachement bien fait. La sauvegarde, se met en place et l'âme va se mettre en sécurité ou une partie de l'âme se met en sécurité. Normalement, quand tout va bien et que ça revient à la normale, elle peut revenir. Mmh. Mais parfois, le problème n'étant pas réglé ou résolu, l'âme ne peut pas revenir, quoi. Donc ça donne des personnes qui vivent leur vie à côté de leur pompe, Ouais, qui c'est sont ça. mal, qui sont téléguidées, qui sont pas heureuses, qui sont pas vivantes, enfin Mmh. et quand on fait le rapatriement d'âme, les gens sont derrière ça, ils ont plus la même vie, quoi. Ils le décrivent tous. C'est impressionnant. C'est un processus qui est long? Non, pas forcément. Faut que la personne soit vraiment prête, Mmh. qu'elle adhère, qu'elle y croit. Et puis surtout, je dis toujours à la personne, il faut s'occuper de ce bout d'âme pendant les jours et les semaines qui suivent. Parce que souvent, par exemple, un bout d'âme qui est parti parce qu'enfant, les parents n'étaient pas disponibles, la souffrance était grande, les parents ne pouvaient pas accompagner. Si on remet l'âme dans le corps et que la personne continue de faire comme ses parents faisaient et d'ignorer ses besoins fondamentaux et de se négliger, l'âme n'a aucune raison de rester, en fait. Bien sûr. Donc il y a tout un processus, mais c'est pas long en soi, quoi. Mmh. Est-ce que vous avez de la clairaudience? Oui. J'ai beaucoup. L'auditif, c'est la première chose qui est arrivée en termes de clairsentience. Et après, j'ai eu les images. J'ai Ah les oui. deux maintenant. Ah, vous avez les 2? Ouais. Donc évidemment, je suis obligé de vous poser la question par rapport à votre fils. Vous le percevez? Vous Oui. le ressentez? Vous J'ai, l'entendez? j'ai en fait, après son décès, dans cette connexion profonde qu'il y a eu au moment, je pense, où il est parti, j'ai eu énormément de signes et de clins d'œil toute l'année qui a suivi son décès, dans OK. le quotidien. Mmh. Mais mon mental était encore un peu puissant à ce moment-là et donc je doutais, quoi. Je remettais en question. Puis au bout d'un certain nombre de signes, puis des signes que parfois les autres voyaient avec moi aussi, c'est-à-dire que je ne pouvais pas dire c'est moi qui délire, Mmh. parce que d'autres personnes percevaient aussi ces signes. Mmh. J'ai fini par me dire, bon, il y a quand même quelque chose à creuser. Mmh. Et puis quand j'ai découvert les changements de niveau de conscience, là, oui. Là, et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a fallu m'adapter parce que j'ai quitté un tout petit bébé nouveau-né, en fait, fragile, dont je devais prendre soin. Et j'ai retrouvé un être lumineux et plus évolué que moi, limite. Enfin, je pense plus évolué que moi. Waouh! Un être de lumière à part entière et pas un bébé du tout, quoi. Donc Mmh. il a fallu réussir à raccrocher ces 2 énergies-là ensemble. Il y a toujours, quand on vit un drame comme ça, il y a toujours évidemment ce mot qui doit revenir en permanence, c'est le fameux pourquoi, Mmh. qui a dû longtemps Mmh. faire partie de Mmh. votre vie. Est-ce qu'il vous a donné la réponse?
En fait, moi, le pourquoi n'a pas duré très longtemps parce que je l'ai eu très rapidement après le décès, dans mes canalisations. Par contre, ce que la partie incarnée, souffrante de moi rebouclait en permanence, c'était si j'avais fait différemment, si on avait fait autrement, s'il était né peut-être par césarienne, si je m'étais lavé plus les mains, parce que c'était un virus qu'il a attrapé à la naissance, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de si, et je dis toujours maintenant aux gens que j'accompagne, avec des si, on refait le monde, mais ce qui est. Et en fait, après, quand j'ai transmuté tout ça, je me suis dit, mais en fait, ça devait arriver. C'était prévu et c'était comme ça. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'imaginer comment ça aurait pu être autrement. C'était comme ça. Mais effectivement, le pourquoi, je l'ai pas eu longtemps parce que j'ai eu très rapidement les réponses du pourquoi, même si je l'ai pas tout de suite accepté. Je lui disais, c'était une belle âme qui m'avait choisi, nanana. Je lui disais, t'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Enfin, c'est sûr. On est dans la colère, on est dans la souffrance, donc on n'accepte pas au départ. Bien sûr. Mais les infos, je les avais. C'est juste que je les acceptais pas forcément. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'accepte pleinement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous le ressentez toujours ? Oui, encore plus, parce que quand je vois le chemin parcouru, donc il est décédé il y a 16 ans, quand je vois le chemin parcouru depuis, j'avais fait une fois un tableau de visualisation en séminaire avec des stagiaires et on collait des choses sur toute notre vie, le passé, le présent, le futur. Et j'avais mis, au moment finalement du gros basculement de ma vie, j'avais mis l'image d'un petit ange qui déroule un chemin arc-en-ciel. Il est venu me dérouler un chemin. Donc oui, bien sûr que encore plus aujourd'hui. Il a des frères et sœurs ? Oui. Là aussi, quand il y a la perte d'un frère ou d'une sœur, aussi brutale, et là, votre approche avec les enfants, vous avez dû vous retrouver face à ce cas de figure. Qu'est-ce qu'on peut préconiser aux enfants qui vivent un drame comme ça, en perdant un frère ou une sœur ? Ce qui est très complexe, c'est qu'il faut essayer d'être le plus transparent possible avec l'enfant pour qu'il puisse faire son cheminement lui aussi et comprendre ce qui se passe. Transparent veut dire tout dire ? Dire avec des mots simples, pas forcément de détails qui sont difficiles à entendre, mais avec des mots simples et vrais à l'enfant ce qui se passe. Nous, on a annoncé le lendemain, parce qu'il est décédé le soir très tard, donc le lendemain au réveil, ils savaient que leur petit frère était à l'hôpital, donc j'avais un garçon de 6 ans et une fille de 3 ans quand c'est arrivé. Les 2 autres sont nés après le décès. Donc on leur a dit les mots vrais, et après, c'est écouter les besoins de l'enfant et les respecter. Ça, c'est ce qui est le plus difficile parce que les adultes projettent sur l'enfant des choses. Donc moi, ma fille de 3 ans m'a dit « je veux le voir ». Et mon instinct de mère me disait, si elle veut le voir, il faut qu'elle puisse le voir parce qu'il faut qu'elle comprenne que c'est réel, en fait. Sinon, l'enfant se demande toujours où il est parti, il est où, enfin... Et en même temps, j'étais tellement bouleversée que j'avais besoin de savoir où j'en étais. Donc, j'ai appelé une cousine à moi qui est également psy. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas les idées claires, là, avec tout ce qui vient de se passer. Elle me dit qu'elle veut le voir, qu'est-ce que t'en penses ? Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mais si c'est son besoin pour faire son deuil, bah, t'as raison, laisse-la faire ce qu'elle veut faire. Okay. Donc, du coup, l'aîné a voulu aller avec sa sœur, une fois que sa sœur avait dit qu'elle voulait y aller. Donc, je les ai emmenés tous les deux voir mon fils à la morgue. Je les avais préparés en leur expliquant qu'on dirait qu'il dort, mais en fait, il dort pas. Si vous lui faites un bisou, il est froid. Enfin, j'avais tout expliqué. Ils sont allés voir leur frère, ils ont fait un bisou, ils ont fait leur cheminement. Ils ont fait la cérémonie, ils ont participé à la cérémonie, portaient les bougies, faisaient tout ce qu'ils avaient envie de faire dans cette cérémonie. Et je crois que ça a participé à les aider à traverser leur deuil. Alors, ce qu'il faut accepter derrière aussi, c'est que l'enfant, il intègre par le jeu, toujours. Les mois qui ont suivi, il jouait à la mort. Donc, en vacances, parce que c'était l'été, on est parti en vacances après, parce que pour pas rester seul, mes parents nous ont emmenés en vacances, etc. Dans les duvets, il y en avait un qui s'allongeait, l'autre qui fermait le duvet, puis qui faisait des trucs. Ça y est, toi, t'es mort. Bon, maintenant, c'est toi qui fais le mort. Bon, donc quand on est soi-même en deuil et que c'est déjà pas évident, ça peut paraître un peu, puis pour les gens de l'extérieur, ça paraît un peu choquant ou bizarre, mais on les a toujours laissés faire. Et je pense que c'est ce qui les a aidés à faire leur deuil. 16 ans après, est-ce qu'ils en parlent encore ? Ouais, c'est alors pas fréquemment, mais ça fait partie de leur vie. Ils y pensent. Ouais, et puis à certaines occasions. Alors celui qui est arrivé après, ce qui est intéressant, c'est que bon, il n'y a jamais eu de tabou. Il venait avec nous quand on allait mettre des fleurs au cimetière. Enfin voilà, c'était ça toujours. Il a toujours su. Mais ce qui était drôle, c'est que quand je croisais des personnes que j'avais pas eues depuis longtemps et qui me demandaient, voilà, est-ce que j'avais des enfants ? Je dis oui, j'en ai 3 avec celui. Parce que je voulais pas raconter à chaque fois. Voilà, j'avais pas de tabou avec ça, mais c'était pas la peine de balancer. Surtout que les gens sont très choqués à chaque fois, donc je vais pas provoquer ça chez les gens à chaque fois. Ouais. Et le petit dernier qui disait, non maman, pas 3, 4, t'as oublié Anton. Il ramenait toujours la présence de son frère en permanence.
Donc c'est comme quoi ils ont besoin d'en parler et aussi Bien sûr. je dis: «Oui, mon amour, je l'oublie pas, bien sûr qu'il est là, mais c'est parce que voilà, je vais pas à chaque fois en reparler». Mais donc voilà, donc il fait partie de leur vie, En tout cas, c'est important ouais, d'en parler et d'écouter le c'est ça, besoin de c'est la ça. fratrie. C'est ça. Quand ils en parlent pas et puis que nous, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça, non. Ouais. Quand on retraverse la date anniversaire, il y a certaines années, ça passe, tout seul, puis il y a certaines années où on a une petite tristesse qui remonte au moment Ouais. de la date anniversaire. On s'en cache pas non plus, on en parle OK. librement, voilà, OK. ça fait partie de la vie et il y a des choses qui émergent. Là, ma fille qui avait 3 ans, qui a maintenant 19 ans, maintenant qu'elle est jeune adulte, des fois, il y a des choses qui remontent et qu'elle peut expliquer sur des choses qu'elle a vécues à ce moment-là ou qui lui reviennent maintenant, où elle fait des liens, enfin, Mmh. donc voilà, c'est, Il y a une autre approche que vous avez aussi dans votre spécificité, votre singularité, c'est les cercles de femmes oui. que vous faites. Ça a démarré, en 2015. J'en avais entendu parler et j'ai toujours eu beaucoup d'attrait pour les approches interculturelles et ça se faisait dans beaucoup de cultures autres, Mmh. Chez nous, on en parlait timidement, mais c'était pas encore très connu et j'ai mis en place, j'ai eu envie de mettre en place un cercle où j'ai invité un certain nombre de femmes que je connaissais autour de moi, que je pensais qui pourraient être intéressées et ce cercle a duré 5 ans, tous les mois à la pleine lune. Et il y a eu vraiment des ressentis, c'est encore comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours besoin de vivre dans le corps Ouais. pour, Faut vraiment me faire expérimenter. voilà Mmh. et des choses puissantes qui se sont vécues entre ces femmes et au fur et à mesure, en fait, moi j'ai démarré sur le terrain, je connaissais rien des cercles de femmes, j'ai fait avec mon intuition, voilà, mon envie et petit à petit, du coup, j'ai acquis de l'expérience et à l'heure d'aujourd'hui, du coup, je forme des femmes pour faciliter les cercles, et donc il y en a de plus en plus, là je suis Waouh. presque à 300 femmes formées un peu partout, Belgique, Suisse, France. J'en ai qui sont même expats, donc dans d'autres pays, enfin dans d'autres endroits du globe. Et c'est d'une puissance. On a perdu ça, nous les Occidentaux, se retrouver entre femmes pour parler du corps de la femme, des cycles, Mmh. de la nature, de notre nature, de l'enfantement, de tout ça, c'est d'une puissance. Et les femmes retrouvent accès à ça en étant ensemble, dans un endroit où on est bienveillante, où on va pas se juger, où il y a pas de compétition, où on Mmh. est c'est extraordinaire, quoi. J'ai le sentiment, pour terminer, Amélie, qu'il y a presque une dimension chamanique dans votre histoire, Oui, dans alors je votre ne me dis vie. pas chamane parce que Non. je n'ai pas été transmise et formée par un chaman. Mmh. Donc évidemment, j'emploie jamais ce mot-là, Mmh. très peu. En tout cas, vous avez tous les symptômes, comme dirait l'autre. Voilà, et en fait, régulièrement, quand je croise des personnes qui font des choses druidiques ou qui font des choses chamaniques, et qu'on discute, ils me disent: «Mais en fait, tu es une chamane qui s'ignore». Et ça vous donne pas envie d'aller plus loin? En fait, ça vient à moi quand c'est le moment. OK, OK. Donc les plantes sont venues à moi toutes seules sans Ouais. que j'aie besoin d'être initiée par quoi que ce Faut que ce soit soit. un appel. Les rapatriements d'âme, je connaissais pas du tout, mais j'ai mis en place des trucs, puis un jour quelqu'un m'a dit: «Mais c'est un recouvrement d'âme ce que tu fais là». «Ah oui, d'accord», mais ça m'est venu intuitivement de faire comme ça, enfin, Mmh. donc pour le moment, je chemine comme ça et puis si je fais des rencontres, de personnes que je trouve hyper inspirantes, au contraire, je vais aller prendre de l'information, là, ça va être génial. Mmh. Mais sinon, voilà, et les formations que je donne à l'heure d'aujourd'hui, c'est pareil, on est venu me chercher à chaque fois en me demandant une formation et c'est comme ça que je les ai mises en place. Donc j'ai appris que quand la vie m'invite à quelque chose, j'y vais et souvent c'est juste. Mmh. Mais voilà, je cherche pas plus loin pour l'instant et j'attends qu'on vienne me chercher. Bravo. Moi, je dis bravo. Je trouve que vous avez effectivement une approche de la vie qui est belle parce que vous avez on sent que vous avez cette détermination, cette force de caractère, que vous vous êtes relevé, Mmh. que vous cheminez aujourd'hui. Il y a aussi évidemment la force de la famille parce que il y a des enfants évidemment Oui. et que ça c'est essentiel. Ils sont grands maintenant pour le coup alors. Alors le dernier a 11 ans et le premier a 22. 22, ouais. Ouais. Mais c'est surtout qu'en plus, chaque enfant, c'est un cadeau de la vie qui vient vous bousculer, vous faire évoluer. Donc plus on a d'enfants et plus ça bouge. C'est sûr. C'est sûr. C'est que des garçons? J'ai 3 garçons et une 3 fille. garçons et une fille. Mmh. Ouais. Sympa la fille dans le. Oui, oui, oui. Elle est très dans le à l'aise dans les contexte. milieux masculins. Bah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. En tout cas, merci infiniment parce que je trouve que d'abord votre témoignage ne laissera pas insensible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous écouter attentivement, qui vont vouloir vous contacter aussi parce que j'en suis depuis le temps maintenant avec l'habitude qu'on a et les ressentis qu'on a sur ce plateau quand on fait ces émissions-là, on sait si les choses vont matcher ou pas. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de gens, et notamment au travers des différentes approches que vous avez, que ce soit les cercles de femmes, que ce soit les formations, si on est thérapeute, que ce soit le transgénérationnel, évidemment ces thématiques de résilience, que ce soit ces parents qui ont parfois ces difficultés de communication avec les enfants, et on sait à quel point, effectivement, c'est difficile, et il y a des murs, alors qu'il y a des choses très simples, sans doute, à mettre en place pour que
pour que ça fonctionne. Et je pense que vous êtes l'incarnation de ce qui peut les aider. Donc merci. Merci de ce que vous faites. Merci Amélie. On va mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Amélie Carlier. Et puis, une bise à toute la famille alors. Je ferai. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. À très bientôt pour un prochain Portrait Index. Salut.